Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers collègues, et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne. Nous allons démarrer ce conseil municipal, le premier conseil municipal de 2022. Je vais d'abord procéder à l'appel. Ce conseil municipal ayant lieu en visio, encore une fois. Luc Barre est présent. Anne Aubin-Sicard. Malik Abdallah. Présent. Sylvie Durand. Présente. Bernard Queneau. Présent. Nathalie Gosselin. Présente. Sébastien Alain. Présent. Frédéric Pépin. Présente. Maximilien Schnell. Présent. Françoise Reynaud. Présente. Pierre Lefebvre. Présent. Sophie Montalétan. Sophie Montalétan. Patrick Durand. Et présent. Myriam Ratier. Elle a dit qu'elle aurait 15 minutes de retard. Ok. Il donne pouvoir à Sébastien Alain pour le début de séance. Jacques Bessot. Présent. Patricia Lejeune. Présente. Philippe Porté. Présent. Béatrice Bichon-Bellamy. Présente, bonjour à tous. Dominique Guillet. Il donne son pouvoir à Béatrice Bichon-Bellamy. Michel Jossier, qui donne son pouvoir à Patricia Lejeune. François Como. Bonsoir à tous, présents. Laurence Gileso donne son pouvoir à Bernard Queneau. Ambroise Gasnet. Présent. Patricia Muraille-Jontreau. Présente, bonjour à tous. Aurélien Rohaut. Présent, bonjour à tous. Dominique Boisseau-Rapito. Présente et bonsoir à tous. Jean-Pierre Leloup. Présent, bonsoir à tous. Françoise Bouet. Présente, bonsoir tout le monde. Bruno Guillou donne son pouvoir à Daniel Martin. Daniel Martin. Présente, bonsoir à tous. Christophe Blanchard donne son pouvoir à Bernard Queneau. Geneviève Poirier-Coutencet. Présente. Romain Brochard. Bonsoir à tous, présents. Aurore Barrault. Bonsoir à tous, présente. Cyril Bréret. Oui, bonsoir, présent. Stéphane Ibarra. Bonsoir à tous, présent. Martine Chantecaille. Bonsoir à tous, présente. Nicolas Larry. Bonsoir, présent. Florence Lemaire. Présente, bonsoir à toutes et tous. Guy Battiot. Oui, bonsoir. Ravi de te retrouver, Guy. Claire Moréa. On voit bouger les lèvres. On vous voit. Romain Bossy. Bonsoir, présent. Myriam Després. Myriam Després. David Salé. Oui, je suis présent, bonsoir. Et Myriam Després a des problèmes de connexion, a priori. Elle arrive. D'accord. Aurélie Vieilledent. Bonsoir, présente. Alors je reprends pour les quelques-uns qui ne m'ont pas répondu encore. Sophie Montalétan. Oui, présente, pardon. Et Myriam Després, dès qu'elle se connecte, on la compte avec nous de toute façon. Merci à vous toutes et tous. Je voudrais commencer ce conseil municipal par une information. Le 10 décembre 2021 disparaissait Jacques Auxiette, ancien maire de La Roche-sur-Yon. La municipalité a décidé de lui rendre hommage et de dévoiler une plaque en son nom au manège du Grand Air. La salle principale portera alors le nom de salle du manège Jacques Auxiette. Cette décision a été prise avec l'épouse, les enfants et les amis les plus proches de Jacques Auxiette. La cérémonie d'hommage
initialement prévue au printemps, pour des raisons de programmation culturelle, se déroulera le dimanche 11 décembre 2022, à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. La directrice du Grand Air, le metteur en scène Laurent Breton et le service culturel, sous la responsabilité de Maximilien Schnell, adjoint à la culture, travaillent à la mise en œuvre de cette commémoration. Délibération numéro 1, Sylvie Durand. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Un petit rappel pour tout le monde, coupez vos caméras, puisque c'est plus facile à gérer pour nous, d'autant que les réseaux ne sont pas toujours faciles à gérer en nombre. Donc il nous reste Béatrice et Nathalie. Vous prendrez vos caméras, bien évidemment, dès que vous prendrez la parole. Nathalie Gosselin, nous n'avons plus que toi à l'écran. Je donne la parole à Sylvie. Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, cette première délibération concerne l'intégration dans l'attribution de compensation du solde net des flux de mutualisation. Je rappelle que lors du débat d'orientation budgétaire, les flux de mutualisation représentaient un solde net positif en faveur de l'agglomération de 2 212 242. Donc, il est proposé d'intégrer dans l'attribution de compensation ce solde net, soit une diminution de 2 212 242 € de l'attribution de compensation de la commune de La Roche-sur-Yon à compter de 2022. Merci. Avant de passer au vote, je vais demander si Philippe Porté accepte d'être le secrétaire de séance. Philippe ? Merci, monsieur le maire. Merci, Philippe. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération numéro 2, Sylvie Durand, sur la salle de musique actuelle. Oui, donc la commission locale des charges transférées de La Roche-sur-Yon agglomération s'est réunie le 30 novembre 2021 pour déterminer les charges nettes transférées concernant la gestion d'une salle de musique actuelle labellisée SMAC. Le périmètre du transfert de charges est limité à la gestion et l'exploitation d'un équipement labellisé SMAC et non lié au transfert d'un bâtiment existant. Donc les membres de cette commission, à l'unanimité des membres présents, retiennent selon la méthode réglementaire un coût net de charges transférées de 336 867 € entre la commune de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon agglomération. Ce montant correspond à la moyenne sur les 3 derniers exercices clos des subventions de fonctionnement et d'équipement versées par la commune à l'association Fusion. Donc l'attribution de compensation au fonctionnement de la commune de La Roche-sur-Yon diminuera de cette même somme, 336 867, à compter de 2022, après approbation du rapport définitif de la CLECT par l'ensemble des communes membres, puis délibération du conseil d'agglomération pour fixer le montant de l'attribution de compensation de la commune de La Roche-sur-Yon. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLECT du 30 novembre 2021. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération numéro 3, Sylvie Durand. Donc il s'agit d'une subvention à l'amicale des chasseurs du Bourg-sous-la-Roche pour l'année 2022, une subvention qui a fait l'objet d'un oubli lors du vote du budget. Donc il est proposé d'attribuer une subvention de 300 € à l'amicale des chasseurs du Bourg-sous-la-Roche. Et donc cette association, pour rappel, avait reçu le même montant lors de l'exercice 2021. Merci Sylvie. Y a-t-il des votes contre ? Romain Bossis. Des abstentions ? Excusez-moi, monsieur le maire, c'était pour une intervention. Ah, merci de réagir promptement s'il vous plaît ou de vous signaler. Merci beaucoup. Vous avez la parole, monsieur Bossis. Excusez-moi pour le délai, pour avoir levé la main. Oui, sur cette délibération, on va s'abstenir, non pas qu'on est contre la chasse par principe ou par dogmatisme, mais nous manquons un peu d'éléments sur le contenu de l'activité de cette association. Donc nous avons pris contact avec le président de l'association pour voir un petit peu quels travaux ils peuvent mener dans le cadre de leur activité associative. Et donc, pour l'instant, nous souhaitons nous abstenir sur cette délibération. Merci. Monsieur Guy Battiot. Voilà.
Excusez-moi, mais la main n'apparaissait pas. C'est bon, vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est dommage parce qu'on avait espéré que cette omission de subvention était volontaire. Mais voilà, elle est proposée aujourd'hui. Donc, on a déjà échangé sur la chasse, mais la présentation de cette subvention, donc toute seule, là, nous permet d'apporter quelques précisions parce qu'on nous interroge souvent à ce sujet. On veut tout de suite préciser qu'il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser les personnes, surtout les chasseurs avec qui il était tout à fait possible d'échanger. On l'a vu lors des commissions agglo sur le recensement, la protection des mares, des haies et des chemins ruraux. Il s'agit pour nous, conformément à nos convictions, de contester une subvention à des pratiques dont nous pensons qu'elles ne doivent pas être soutenues par une collectivité. Parmi celles-ci, et de façon non exhaustive, l'élevage de gibier relâché les veilles de chasse, l'agrainage, la chasse des soi-disant nuisibles, les pratiques cruelles comme le piégeage, l'enclos, la vénerie, les battues, etc. L'occupation aussi des espaces naturels, dont les espaces publics pour la chasse, et ceci même les fins de semaine et les vacances scolaires. Bien sûr, les dangers pour l'environnement avec les pollutions au plomb et les risques inhérents aux armes à feu, aux imprudences. On a vu récemment la condamnation de chasseurs ayant tiré dans les habitations en Vendée. Je crois que c'était à Talmont. Il est vrai qu'en matière de chasse, l'exemple vient de haut avec la reprise des chasses présidentielles, héritage royal, par le président Macron. Quant aux chasseurs ou à la chasse protectrice de la biodiversité, je prendrai qu'un seul exemple. En France, il y a 64 espèces d'oiseaux chassables, dont 20 sont des espèces menacées, et le nombre baisse sans cesse. Donc l'argument, autant que les oiseaux, a du plomb dans l'aile. De tout cela, n'oublions pas qu'on est ici sur une subvention ville, alors que la chasse ne représente que moins de 2% des ruraux. En 2016 et 2017, des panneaux publicitaires proposaient le permis de chasse à 1 euro. C'est vérifiable sur le site du département en date du 20 février 2017. Le coût normal de ce permis est de 46 euros, mais seulement 31 euros pour les mineurs, car qui plus est, on peut chasser à partir de 15 ans. Pour nous, soutenir l'incitation des mineurs à la chasse, c'est non. Sincèrement, vous partagerez avec nous que, sans contestation aucune, d'autres associations sont bien plus utiles à la jeunesse pour se construire une relation sereine avec l'environnement et la biodiversité. Si vous ne connaissez pas d'association, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Guy. Je pense qu'on en connaît assez. Je veux dire, Sylvie, tu n'as pas rajouté. Moi, je vais juste vous dire une chose, c'est que désormais, il va falloir s'appuyer de plus en plus sur les chasseurs. Mais pas pour les raisons que vous énoncez, qui sont tout à fait entendables. Pour une raison tout à fait particulière, c'est qu'il y a aussi des espèces de gibier qui pullulent. Je pense au chevreuil, qui n'était pas une espèce très courante il y a quelques dizaines d'années, et qui aujourd'hui pullule, et broute toutes les jeunes pousses des arbres, et mettent en danger le renouvellement forestier. Et je pense aussi aux chasseurs de sangliers, à qui nous faisons appel régulièrement pour des battues, et des sangliers qui détruisent des quantités importantes de cultures. Et pour ces raisons-là, il nous semble important de soutenir les chasseurs. Ça n'obère pas les raisons que vous venez de donner, et qui, pour une part en tout cas, sont entendables à nos oreilles. Y a-t-il des votes contre? Guy Battiot, Claire Moria, des abstentions. Ok. Merci. Délibération numéro 4. Sylvie Durand. Oui, il s'agit donc d'une convention de groupement de commandes autour de la fourniture et la gestion de titres repas dématérialisés. Je rappelle que le 16 décembre, le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement relatif au temps de travail, dont la mise en œuvre est désormais effective pour la très grande majorité des agents depuis le 1er janvier 2022. Afin d'accompagner la mise en place d'un tel dispositif, la ville de La Roche-sur-Yon a déjà validé le principe d'une prise en charge à 100% du contrat de prévoyance proposé par le groupe Territoria Mutuel pour l'ensemble des agents impactés par cette augmentation du temps de travail sur 2022. Pour compléter cette mesure, il est proposé d'offrir la possibilité aux agents permanents et non permanents de bénéficier de titres repas d'une valeur faciale de 5 euros, pris en charge à 50% par la collectivité sur la base d'un titre par journée travaillée. Donc, ce groupement a été ouvert aux communes de l'agglomération, qui a été rejoint par la commune de La Ferrière.
Donc 4 membres, La Roche-sur-Yon Agglomération, la ville de La Roche-sur-Yon, le CCAS et donc la commune de La Ferrière. Le marché prendra effet à compter de la date de notification pour une durée ferme de 4 ans et pour une mise en place effective des titres restaurants à compter du 1er septembre 2022. Le montant maximum pour l'ensemble des membres du groupement sur 4 ans est fixé à 7 200 000. Et donc ce montant se base sur une estimation comprenant un titre par journée travaillée avec une valeur faciale fixée à 5 €. Donc il s'agit d'approuver le groupement de commandes. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Deux abstentions, Claire Moria et Guy Bathiou. Délibération numéro 5, Sylvie Durand. Donc il s'agit des prestations de contrôle et de maintenance réglementaire obligatoires d'une convention de groupement de commandes. Donc c'est le renouvellement des marchés publics relatifs aux prestations de contrôle et de maintenance réglementaire obligatoires. Et le groupement de commandes sera constitué de 6 membres, La Roche-sur-Yon Agglomération, la ville de La Roche-sur-Yon, le centre communal d'action sociale, la commune de Mouilleron-le-Captif, la commune de Landronde et la commune de Dompierre-sur-Yon. La procédure fera l'objet d'une décomposition en 12 lots. Donc on a également le montant maximum par lot. Et donc concernant la ville de La Roche-sur-Yon, l'adhésion au groupement portera sur l'ensemble des lots. Pour l'ensemble des lots, sauf les lots 9 et 12, chaque accord cadre prendra effet à compter du 1er juillet 2022. Et concernant les lots 9 et 12, l'accord cadre prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Numéro 6, Nathalie Gosselin. Sur la maintenance et l'acquisition de serveurs. Tout à fait. Donc c'est juste effectivement pour vous proposer donc conclure un nouveau marché public concernant justement une solution de serveur et de stockage centralisé et mutualisé Vilaglo, acquise en 2018. Donc là, voilà, le marché s'achève début mai 2022 et comme il donne entièrement satisfaction, on vous propose de le reconduire. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Numéro 8, Sylvie Durand sur les marches... Pardon, la numéro 7, excusez-moi, Jacques Bessot sur les fournitures de produits surgelés. Merci, monsieur le maire. Oui, une délibération sur la fourniture de produits surgelés avec une autorisation de signature des marchés. Ceci dans le cadre du renouvellement des marchés portant sur la fourniture de denrées alimentaires surgelées et après une consultation. Pour cet approvisionnement, il est souhaité des denrées respectueuses de l'environnement ou garantes de l'origine, de la traçabilité et de la qualité du produit dans le respect des dispositions légales et réglementaires du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et respectant la loi Egalim et par ses textes d'application. Donc 5 lots ont été validés. 1, les produits carnés surgelés. 2, les produits de la mer ou d'eau douce surgelés. Fruits, légumes et pommes de terre surgelés. Préparation alimentaire élaborée composite surgelée, crème glacée et sorbet. Et le lot numéro 5, les pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés. Chaque lot donnera lieu à un accord cadre pour exécuté par l'émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant annuel maximum spécifique. Concernant les lots 2 et 3, les bons de commande ne pourront être émis qu'à partir du 21 septembre 2022 et pour les lots 4 et 5 uniquement à partir du 24. Il est prévu de reconduire tacitement chaque accord cadre 3 fois par an, 3 fois un an, pardon, soit une durée maximum de 4 ans. Les marchés seront attribués par la commission d'appel d'offres. Voilà, monsieur le maire, la présentation succincte de ces lots, s'il y a des questions. Merci. La parole est à Claire Moria. Je vous remercie. Donc pour ce renouvellement de marché portant sur la fourniture de denrées alimentaires surgelées, vous souhaitez pour l'approvisionnement des denrées respectueuses de l'environnement et ou garantes de l'origine, de la traçabilité et de la qualité des produits
dans le respect des dispositions légales et réglementaires donc, qui correspondent à la loi Egalim. Mais du coup, dans cette formulation, il n'y a pas écrit agriculture biologique de façon explicite. Et cette loi Egalim fixe au moins 50% de produits labellisés, dont 20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Et lors du dernier conseil municipal, vous vous êtes félicité d'être déjà très au-dessus des exigences de la loi Egalim. Alors pourquoi, dans ce renouvellement de marché, il n'est pas mentionné vos propres objectifs, uniquement la loi Egalim, et le taux d'aliments bio et labellisés en vigueur à La Roche-sur-Yon ne sont pas écrits comme référence pour cette procédure d'appel d'offres. Et suite au dernier conseil municipal, étonné par vos annonces sur le taux d'aliments biologiques fournis par le centre municipal de restauration, qui ne me semblait pas correspondre à ce qui est affiché dans les menus des cantines, et compte tenu de la grande variabilité de vos annonces précédentes, j'avais demandé à ce qu'il me soit communiqué par écrit des chiffres et je ne les ai pas obtenus. Et à ce jour, je vois donc qu'ils ne sont même plus mentionnés dans la délibération, qui ne fait que référence à la loi Egalim. Je profite donc d'avoir la parole ce jour à l'occasion de cette délibération pour vous réitérer ma demande d'une communication transparente des pourcentages d'aliments labellisés et ceux clairement issus de l'agriculture biologique actuellement présents au centre municipal de restauration. Je vous remercie. Merci. Jacques Bessot ? Oui. Alors, pour répondre de façon rapide, mais aussi assez exhaustive, donc la loi Egalim, c'est 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques. Alors, au jour d'aujourd'hui, les chiffres que j'ai annoncés sont justes. C'est pour les produits AB, pour nos écoles et les enfants des écoles publiques de La Roche-sur-Yon. Nous avons en produits AB 40,84%. Ensuite, des labels rouges, pêche durable, IGP, AOP, bleu blanc cœur, qui nous mènent à 57%. Et ceci avant la passation de ce marché. Alors, je vais vous expliquer effectivement les termes des différents lots, parce qu'effectivement, ça n'est pas dans la délibération. Les différents lots. Le lot numéro 1, produits carnés, nous avons spécifié vers uniquement des produits AB ou des produits qui intègrent les externalités environnementales, c'est-à-dire des produits issus labellisés HVE, haute valeur environnementale. Pour le lot numéro 2, sur les produits de la mer ou encore des produits de l'eau douce, les lots proviennent de zones de pêche FAO et sont labellisés MSC, marine. Alors je ne vais pas vous le dire en anglais, mais vous savez ce que c'est que le MSC. Tous les fournisseurs devront préciser quelle démarche ils engagent en faveur de la pêche et de l'aquaculture responsable. Pour ce qui est des fruits, légumes et pommes de terre surgelées, la provenance du produit devra être donc clairement indiquée et ils sont au maximum de produits bio ou issus d'exploitation labellisés HVE. Les légumes ou fruits seront tous, alors je m'excuse des termes, mais vous les connaissez, UQF, Individual Quick Frozen. Sur le lot numéro 4, la préparation alimentaire qui est élaborée sur des composites surgelés, c'est-à-dire les crèmes glacées et sorbets, que nous ne pouvons pas préparer en quantité suffisante pour les repas de tous les enfants, nous allons privilégier des produits sous SUQO, notamment et plus particulièrement sur les préparations végétales. C'est le signe d'identification et de qualité et d'origine. Et pour le lot numéro 5, nous en sommes sur les pâtisseries, viennoiseries et ovots produits surgelés, avec une évaluation des gammes de produits qui nous permettra aussi d'avoir de nouveaux produits sous SIQO. Ce qui fait que le taux de 57%, qui était l'ancien taux, va encore bondir et nous au-dessus de 60% probablement, puisque à chaque renouvellement, nous mettons bien sûr tous ces termes en valeur. Et les fournisseurs sont tenus de s'y tenir. Je réponds avant l'heure à une question qui, bien sûr, m'a été posée en commission par Madame Després sur les différents produits, en particulier le jambon. Le jambon, nous ne servons que de la noix de jambon, c'est-à-dire un jambon entier et non pas reconstitué. Ce produit est un produit d'association pour la terre, les animaux et les hommes, bleu blanc cœur.
Donc, nous sommes dans des taux, vous savez que c'est 150 mg la norme au kilo européen, et nous sommes sur des produits, le minimum que l'on puisse obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire 0,009% de nitrate. Voilà, donc si cela peut répondre à votre question, mais lors de votre visite que vous avez demandée du CMR, vous pourrez avoir tous les renseignements disponibles. Merci. Merci Jacques pour cette réponse complète et argumentée. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Claire Moria et Guy Bathiou. La délibération est adoptée. La délibération numéro 8, Sylvie Durand, sur les marchés publics. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'une quelques avenants. Donc, concernant les travaux de restauration de l'église Saint-Louis, classée monument historique, donc sur le lot 3, concernant la couverture, un avenant donc, qui porte sur des prestations supplémentaires qui sont rendues nécessaires pour remédier à un défaut de pente ayant pour conséquence une mauvaise évacuation de l'eau. Le montant de l'avenant représente 5 297,44 € hors taxe. Un deuxième avenant donc, concernant l'électricité et le chauffage, et cet avenant porte sur des prestations supplémentaires qui sont rendues nécessaires pour répondre à la demande du bureau de contrôle de protéger le tableau électrique sur le tableau général basse tension. Donc un montant de l'avenant de 743,40 €, ce qui représente pour ces travaux de restauration un montant total d'avenant de 6 040,84 €. Et ensuite, un avenant sur les prestations d'entretien du patrimoine arboré, élagage et abattage. Donc, un avenant qui porte sur la modification du bordereau des prix suite à la détection d'erreurs matérielles. Donc, pas d'incidence particulière. Et ensuite, sur la fourniture de produits apertisés et de produits d'épicerie conventionnels ou issus de l'agriculture biologique pour le CMR. Donc, sur 3 lots. Pour chaque lot, le présent avenant porte sur une modification du bordereau des prix. Donc, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences exceptionnelles qui entraînent notamment depuis plusieurs mois une hausse exponentielle des prix des matières premières et en particulier des denrées alimentaires, ce qui nécessitait donc de la révision de ces prix. Merci Sylvie. Monsieur Guy Bathiou. On n'a pas le micro. Vous m'entendez là? Ça y est, c'est bon. On a des problèmes pour avoir le son. Oui, c'est juste une précision parce que c'est un espèce de serpent de mer, cette couverture. Il y a quelques années, il y avait eu des problèmes et je crois qu'il y avait une demande de la part de l'architecte des bâtiments et parce qu'il y avait des infiltrations d'eau, on a vu des photos qui étaient majeures. Est-ce que c'est enfin pour le résoudre qu'on a un nouvel avenant là-dessus? C'est vraiment une question. C'est exactement ça, Guy. En fait, la pente de l'église nécessitait un chéneau plus large que ce qui avait été posé il y a quelques années. Ce qui ne permettait pas l'évacuation lorsqu'il y avait des fortes pluies. Et lorsqu'il y avait des fortes pluies, l'eau revenait à l'intérieur par-dessus les murs, ce qui donnait des infiltrations sur toute la toiture. Voilà. Et donc, c'est le traitement de cette malfaçon sur une toiture qui a été refaite il y a juste quelques années. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Numéro 9. Patricia Lejeune. Oui. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc, voilà, depuis de nombreuses années, et suite à l'adoption d'une charte de la mobilité pour raison médicale, la ville de La Roche-sur-Yon, aux côtés du CCAS et de l'agglomération, a permis à un nombre toujours plus important d'agents, grâce à un accompagnement personnalisé, de continuer à travailler au sein des services, et ce malgré des problématiques médicales parfois conséquentes, et qui ont pu conduire d'ailleurs à la MDPH à reconnaître à certains d'entre eux une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Si notre collectivité souhaite bien évidemment continuer à maintenir ses efforts afin d'assurer la pérennisation d'un tel dispositif, notamment à travers la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin du travail, d'une conseillère en évolution professionnelle, d'un psychologue du travail ou encore d'un ergonome. Il convient désormais d'aller encore plus loin et de renforcer ces différentes actions qui sont menées afin d'assurer par exemple le recrutement de nouveaux agents en situation de handicap. Les différentes actions qui ont été menées de sensibilisation, de recrutement, etc., ont amené donc la ville à avoir un taux d'embauche de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui a augmenté depuis de nombreuses années, qui est au-delà du taux réglementaire de 6%, puisque pour 2019, le taux atteint 9,23%. Il convient néanmoins de ne pas en rester là, et c'est à ce titre que je vous propose de nous autoriser à signer la convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, FI-PHFP, jointe à la présente délibération. Un tel engagement permettra de donner une nouvelle envergure à la politique handicap conduite par la collectivité par notre collectivité, afin d'assurer le recrutement accéléré de personnes en situation de handicap sur des postes permanents dans le cadre de contrats d'apprentissage ou encore de simples stages de la 3e jusqu'à l'enseignement supérieur. La sensibilisation des différents professionnels concernés, directement ou non au sein de la collectivité, par de l'information et de la formation. Le recours plus important aux établissements et services d'aide par le travail, les établissements ESAT, pour lesquels nous avons déjà des contrats, mais nous allons renforcer tout cela grâce à ce dispositif. Afin de nous accompagner dans la réalisation de ces différents objectifs, le FI-PHFP s'est engagé à verser sur les 3 années de cette convention sur la somme de 458 150 €. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous propose donc d'accepter donc la signature de cette convention. Merci Patricia. Florence Lemaire. Merci, monsieur le maire. L'engagement fort de notre collectivité dans une politique handicap plus volontariste va bien sûr, selon nous... On ne vous entend plus, Florence. Ah, pardon. C'est bon ? Oui. Donc, je reprends. L'engagement fort de notre collectivité dans une politique handicap plus volontariste va bien sûr, selon nous, dans le bon sens. Aujourd'hui encore, un grand nombre de personnes handicapées, 80% à l'échelle européenne, sont largement exclus de tous les domaines de la vie économique, politique, sociale, civile et culturelle, y compris l'emploi, l'éducation et les soins de santé. Dans le cadre de l'agenda 2030, les personnes handicapées sont reconnues autant comme actrices que comme bénéficiaires de l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Elles sont explicitement prises en compte dans les cibles des ODD 4, l'accès à l'éducation, 8, l'emploi, 10, la réduction des inégalités et 11, villes et communautés durables, ainsi que 17, partenariats. Nous voyons donc dans cette convention une contribution pour atteindre les cibles des ODD, que sont le plein emploi, un travail décent, un salaire égal, ainsi que l'autonomisation et l'intégration des personnes handicapées. Constatant, premièrement, que la collectivité dépasse les taux d'emploi réglementaires qu'impose la loi. Deuxièmement, que les indicateurs de suivi, ainsi que les fiches actions sont connus et clairs. Troisièmement, que l'organisation interne permettant le suivi de cette convention est précis et multidisciplinaire. Et enfin, que les moyens et ressources sont clairement identifiés. Nous voterons très favorablement pour cette délibération et cette convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci Patricia et bravo pour l'action que tu mènes avec les équipes. Numéro 10, Malik Abdallah. Merci monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une délibération sur laquelle nous avons déjà voté à l'identique. La seule évolution, c'est que le notaire nous a demandé une actualisation de l'avis des domaines. Donc je vais essayer d'être assez rapide sur cette délibération. Elle concerne l'acquisition en VFA, donc en vente en futur état d'achèvement, de deux biens qui deviendront des biens publics. D'une part, les murs du cinéma à l'intérieur
du complexe Cuvetta de Giboire et du parking public. Nous aurions pu imaginer que le projet de cinéma et de parking puisse être un projet uniquement public, mais nous avons souhaité l'intégrer dans un projet beaucoup plus global, et donc nous devons acheter les murs du coup à un promoteur privé qui est Giboire. En 2019, le conseil municipal avait délibéré sur le bilan financier prévisionnel de l'opération globale, qui intègre également les logements, un coût de 25 748 000 euros hors taxe, et avec à l'intérieur la part du cinéma et du parking public, cinéma à 4 millions d'euros et le parking public à 2 500 000 euros. Suite au résultat d'appel d'offres, il y a du coup une découverte de surcoût extrêmement important, ce qui n'est pas une surprise étant donné que la totalité des projets immobiliers aujourd'hui depuis un an et qui continuent ont globalement un surplus de 20 à 40%. Ici, le bilan global de l'opération est passé de 25 748 000 à 33 316 000 euros, soit une augmentation d'à peu près 30% du montant global. À l'intérieur de ce montant-là, à l'intérieur de cette opération, la ville va être propriétaire de 30% de l'ensemble de ce complexe. Il nous semblait donc normal de participer à l'évolution de ces tarifs en prenant en charge 500 000 euros hors taxe, ce qui fait passer l'achat, le prix du mur du cinéma de 4 millions à 4 325 000 euros hors taxe, et le prix sur le parking public de 2 500 000 à 2 690 000, ce qui fait à peu près une augmentation de 7%, ce qui est une augmentation plus faible que ce que nous aurions dû payer si nous avions été nous-mêmes en charge de l'opération globale. Nous avons mis deux petites clauses à l'intérieur de cette délibération. L'une qui permet un retour à meilleure fortune si jamais le bilan qui nous est annoncé est finalement beaucoup plus avantageux, et donc on récupérait une partie évidemment de cette diminution du coût global. Et nous avons également mis en place des pénalités de retard, 1 500 euros par jour de retard par rapport au 1er janvier 2023 où il y aura la livraison des différentes opérations. Donc voilà, exactement la même délibération, uniquement la vie des domaines qui a été actualisée. Merci Malik. Monsieur Guy Battiot. Oui, même si on le regrette, on sait bien qu'il y a toujours des ajustements en général à la hausse sur ce genre de projet. Ce qui m'inquiète là, ce sont les commentaires périphériques que je viens d'entendre, parce que quand on parle d'augmentation qui peuvent aller jusqu'à 30%, ça fait partie des craintes qu'on avait émises, en particulier au moment du budget, sur les futurs projets de la ville. Et donc, je maintiens ces craintes, parce que si effectivement on peut s'attendre à des surcoûts à 2 chiffres, ça va faire quand même des augmentations très conséquentes pour les gros projets qui étaient envisagés. Merci Monsieur Battiot. Soyez sans crainte, ces augmentations sont prévues dans les budgets et les coûts des travaux. Il n'y aura pas de surprise. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. La numéro 11, Philippe Porté. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit de la convention de mise à disposition des bassins et animaux de la place Napoléon entre la ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon agglomération. Comme chacun le sait, la ville et l'agglomération ont choisi en 2020 de créer une société publique locale, SPL, chargée du développement touristique de notre territoire avec 3 missions prioritaires. Celle de gérer et animer les animaux de la place, de poursuivre l'ancrage touristique de La Roche-sur-Yon et développer une histoire propre au territoire aglo-yonnais au travers du schéma des vallées. La SPL présente évidemment le bras opérationnel de La Roche-sur-Yon agglomération en matière touristique et, si je puis me permettre, le fer de lance des animaux de la place. Après 8 années d'utilisation intensive, plus de 400 000 manipulations pendant la période estivale, eh bien, ces animaux doivent subir une cure de rajeunissement afin de poursuivre leur rôle de pôle d'attraction de la ville et de l'agglomération. Un diagnostic a été réalisé par la compagnie La Machine et elle met en évidence évidemment certains éléments d'usure qui exigent une rénovation de chaque animal. La rénovation s'étalera sur 4 années et avec une intervention chaque année par bassin afin de maintenir évidemment l'animation de la place autour des autres animaux, et la rénovation sera réalisée par l'agglomération dans le cadre de sa compétence tourisme en lien avec la SPL Tourisme.
Ainsi, dans le cadre d'une bonne gestion, la ville confie en application de l'article 52.16.7.1 du Code général territorial la rénovation des animaux de la place et des bassins à l'agglomération, et uniquement en matière d'investissement. Alors, il vous est évidemment proposé, pour ce conseil municipal, d'approuver le projet de remise à niveau et de développement des animaux de la place par la Roche-sur-Yon agglomération, en lien évidemment avec la SPL, et d'approuver les termes de la convention de mandat entre la ville de La Roche-sur-Yon et la Roche-sur-Yon agglomération pour effectuer tous les investissements nécessaires sur les animaux de la place actuelle et future, et évidemment d'autoriser Monsieur le maire, comme Monsieur Malik Abdallah, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. La numéro 12, Nathalie Gosselin, sur le prix La Vigne Rose et son animation. Nathalie, si tu nous entends. Oui, excusez-moi, je suis juste en train de la rechercher parce que j'ai la 12, pardon. Désolée pour ce petit temps. Alors. Ah non, c'est pas la 12. C'est la délibération numéro 12. Moi, j'ai pas la 12, pardon. C'est la délibération numéro 12. Pourtant, sur le prix Vigne Rose. Excusez-moi, mais ça doit être décalé parce que je la retrouve pas. Oui. Bien, je vais l'annoncer pendant que tu cherches. Oui, oui, s'il te plaît, parce que je la retrouve voilà. pas. En fait, le programme de rénovation de la Vigne Rose faisait l'objet d'un projet qui portait sur un investissement global de 35,6 millions d'euros par la ville de La Roche-sur-Yon et par Vendée Habitat, qui étaient les maîtres d'ouvrage de l'opération. Dans cette démarche PRIR, il y a une partie de démarche culturelle sur le volet culture, identité et mémoire de quartier, qui, comme ça avait été déjà initié sur les forges, sur Jean-Yol et Pyramide, pendant les 4 années de conduite de l'opération PRIR. Ce budget était porté à 15 000 euros pour 2020, 24 000 pour 2021, 24 336 2022 et 25 000 pour 2023. Cette démarche culturelle pour le volet 2022 porte sur 5 éléments. Le premier, c'est la conduite du projet Mon Immeuble en photo. Le second, sur la collecte de paroles. La troisième, sur les cuisines du monde. La quatrième, sur les interventions plastiques sur la maison de quartier. Et le cinquième, sur un grand banquet qui est prévu en juin 2022, qui verra le moment crucial de la mise en œuvre du parc urbain de la Vigne Rose. C'est la compagnie théâtrale Patakès Théâtre qui réalisera cette animation. Et l'ensemble de ce budget 2022 et de cette démarche est estimé par la compagnie Nejma à 39 836 euros, avec une participation de la ville qui est de 24 336 en titre de la démarche culturelle PRIR comme pris dans la délibération pour 2022. Voilà cette présentation. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Merci, monsieur le maire, pour cette présentation complète. Oui, alors effectivement, alors, surtout parce qu'on participe beaucoup à ces animations. Et là, dernièrement, donc, ils vont directement à la rencontre des habitants par hall d'escalier, donc vraiment hall par hall, hein, pour recueillir un petit peu effectivement la parole des habitants et les envies. Et bientôt, effectivement, il y aura un beau banquet qui va être organisé avec la cuisine du monde. Je
Je pense que par la cuisine, on arrive à réunir un maximum de personnes. Donc ça permet surtout, toutes ces actions permettent de patienter et puis de s'approprier aussi les travaux et pas vivre les travaux comme une contrainte, mais plutôt voilà, comme quelque chose qui va améliorer l'habitat et la Vigne Rose et donner une autre image aussi de la Vigne Rose et des habitants qu'ils ont aussi de leur habitat. Voilà, merci. Merci Nathalie. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Numéro 14, Frédéric Pépin sur la rénovation des devantures commerciales et des façades. Merci, monsieur le maire. Tu as ta délibération. Oui, c'est la numéro 13. 13. 13, pas 14. Numéro 14. Non, 13. 13. C'est le numéro 13, pardon, c'est passé là. Donc Nathalie m'a perturbé, voilà. La numéro 13. Donc la ville de La Roche-sur-Yon propose depuis 2018 un dispositif d'aide aux façades pour les particuliers et les commerçants sur le périmètre du quartier des Halles. Ce dispositif a permis la rénovation de 43 devantures commerciales et de 20 ensembles de logements. Pour mémoire, à fin décembre 2021, le montant de ces subventions allouées était de 230 000 € pour un montant global de travaux effectués de 450 000 €. L'ANA a créé en 2021 un dispositif expérimental pour les communes partenaires du programme Action Cœur de Ville. Ce nouveau programme d'aide cofinance la rénovation des façades de logements le long des parcours commerçants pour les années 2022 et 2023. Une actualisation des aides aux façades intégrant ce soutien de l'ANA a été approuvée lors du conseil municipal de décembre 2021. Pour en bénéficier, il est nécessaire de rédiger un avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville, et c'est ce qui vous est proposé sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Toujours Frédéric sur la numéro 14, et donc commercial et façade. Merci. C'est une délibération habituelle qu'on a l'habitude de passer. Et c'est un projet qui vise à soutenir et accompagner fortement nos commerces et les façades d'un quartier qui est en pleine mutation. La présente délibération vous propose d'examiner 5 demandes pour un total s'élevant à 31 641 €. Tous les documents vous ont été fournis en annexe. Au titre des devantures commerciales, il est proposé 5 402 € à l'entreprise Le Sahara pour un projet 33 rue Sadi Carnot, 7 000 € à Service Funéraire Comte pour un projet au 16 rue Paul Baudry. Et concernant les aides aux façades de logement, 8 400 € à Monsieur Dupuis pour un projet 5 rue Saint-Hilaire, 4 975 € à Madame Babu pour un projet au 33 rue Sadi Carnot et 5 864 € à Monsieur Motte pour un projet 43 rue de La Roche-sur-Yon. Merci. Y a-t-il des votes contre? Guy Battiot, vous voulez prendre la parole? Oui, ça va pas être long. Hein. On avait déjà évoqué, la délibération précédente parlait aussi de l'opération ANA sur les façades, et puis évidemment, c'est des choses qui sont souhaitables de faire, mais on avait eu l'occasion à plusieurs reprises de voter de telles subventions, et on rappelait qu'il serait bon de jumeler ces opérations avec des actions sur les économies d'énergie, parce qu'encore une fois, elles sont extrêmement importantes. Il y a quelques mois, Madame Pépin, je vous avais interpellé à ce sujet, on avait échangé afin de promouvoir cette idée, et nous nous félicitons de voir que ces propositions sont reprises, parce qu'on a appris par ailleurs qu'au niveau de l'agglomération, une telle démarche était engagée avec un accompagnement à la rénovation énergétique pour les commerçants. Donc on s'en félicite vraiment, et on n'a pas beaucoup de temps avant qu'on puisse faire des économies substantielles et vraiment profiter de toutes ces opportunités vraiment souhaitables pour la transition énergétique. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ce type de démarche soit systématiquement engagé dans tous les domaines où une synergie entre les actions d'amélioration et les actions d'économie d'énergie soit faite. Donc bravo pour l'opération dans ce sens-là, et si vous pouvez les élargir à tous les programmes, ce sera parfait pour nous. Merci. Merci M. Battiot pour l'intervention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Malik, pour l'ensemble immobilier rue Monge, Oui, alors c'est CTM.
C'est une délibération qui fait suite à une autre délibération qu'on a déjà votée. C'est donc le site Atlantique sur la rue Monge. On avait déclassé un espace public afin de le vendre au profit d'Atlantique qui est en train de s'agrandir. Donc là, il vous est proposé deux choses. D'une part, on régularise quelques petits soucis de domanialité quand il y a eu des travaux avec des échanges fonciers du 167 mètres carrés contre du 19 mètres carrés. Et on permet surtout la vente de près de 2206 mètres carrés à Atlantique en deux fonciers, l'un de 1489 mètres carrés et l'autre de 717 mètres carrés, avec un prix total qui est de 47 365 € selon l'avis du domaine qui est en copie. Merci Malik. Bon, je rajouterais tout simplement qu'avec l'entreprise Atlantique qui est un des fleurons de notre territoire et de notre économie locale, y compris son travail sur les économies d'énergie, il faudra qu'à plus ou moins long terme, nous imaginions de transférer le centre technique municipal sur un autre site, d'autant que nos bâtiments sont pour une grande part extrêmement vétustes. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Monsieur François Comeau pour la délibération numéro 16 sur l'installation d'un poste de transformation électrique à la Brissonnière. Oui, bonsoir. Donc il s'agit d'une convention qu'on retrouve souvent dans les conseils municipaux. Ici, il s'agit d'une convention de mise à disposition au profit de Enedis pour l'installation d'un poste de transformation électrique au lieu-dit La Brissonnière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le lieu-dit de La Brissonnière, il est situé entre la route des Sables et l'Orbetou. Voilà, pour situer un petit peu dans l'espace. Je ne sais pas si ça vous en dit... Ça parlera à tous ceux, qui sont allés un jour chez Jacques Oxiette lorsqu'il habitait à La Roche, puisque c'était son lieu d'habitation. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité des dessertes et de l'alimentation du réseau électrique de distribution publique, la société Enedis a sollicité la ville de La Roche-sur-Yon donc pour la mise à disposition d'un terrain par voie de convention de mise à disposition sans indemnité pour l'installation d'un poste de transformation de courant électrique et tous ses accessoires sur la parcelle communale cadastrée ZH numéro 173 située à la Brissonnière, lieu-dit La Brissonnière à La Roche-sur-Yon. Les travaux permettront de réaliser toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du service public de la distribution d'électricité. Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété, objet de la convention, ses agents, etc. Il s'engage à laisser la parcelle dans un état similaire à celui qui existait avant l'intervention. Vous avez dû avoir tous les éléments, la convention, enfin le projet de convention, les plans avec la parcelle, le lieu-dit La Brissonnière qui doit être bien localisé sur les plans. Donc voilà. Merci à vous, monsieur François. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Toujours François, sur la convention de servitude au profit d'Enedis, boulevard Louis Blanc. Voilà, au profit d'Enedis, pour des aménagements techniques du CIDEV, boulevard Louis Blanc. Donc là, il s'agit toujours dans le cadre de la politique d'amélioration et de la qualité des dessertes et l'alimentation du réseau électrique, de distribution publique. Donc la société d'Enedis a sollicité la ville de La Roche-sur-Yon pour la pose par voie de convention de servitude sans indemnité de lignes électriques sur les parcelles communales cadastrées BC numéro 380 et 383 situées boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon. Le long de la voie ferrée, vous avez les parcelles sur les plans. Les travaux permettront de réaliser toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du service public de la distribution d'électricité, nécessaires au développement du secteur. Il n'est pas prévu ici la pose de coffrets. C'est uniquement des réseaux électriques. Et Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété, etc. et s'engage à laisser les parcelles dans un état similaire à celui qui existait avant l'intervention. Voilà. Merci. Merci, pardon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Merci François. Délibération numéro 18 sur la dénomination des voies et des espaces publics. Et c'est Bernard Queneau qui va nous présenter cette délibération en l'absence de Laurence Gileso. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous, chers collègues. Tout d'abord, je précise que je présente cette délibération en lieu et place de notre collègue Laurence Gileso souffrante, auquel nous souhaitons un prompt rétablissement. Dénomination des voies et des espaces publics. La commission propose des dénominations des voies et des nouveaux lotissements de la Brossardière, tranche 6, îlot 2,
et îlot 3, ainsi que la dénomination des voies du lotissement Les Fleurets, situé au sein de la ZAC de la Marronnière. Enfin, une démarche est également engagée concernant la dénomination des ronds-points. 6 dénominations sont proposées par la Commission. Lotissement, le domaine de la Brossardière, tranche 6, îlot 2, situé au nord-ouest de la ville. La tranche 6 s'articule autour de 3 hectares 50 et est contiguë à la tranche 5. La tranche 6, îlot 2, intègre 2 rues qui sont en prolongement des voies appartenant à la tranche 5. Les dénominations proposées sont en cohérence avec celles de la tranche 5. La Commission suggère la dénomination suivante. Prolongement de la rue Gaston Marsotto jusqu'au boulevard Paul Caillot. Prolongement de la rue Jean Lannes, rejoignant la rue Gaston Marsotto. Toujours dans le lotissement de la Brossardière, tranche 6, îlot 3. La Commission suggère la dénomination suivante. Impasse Noëlla Rouget. Née à Saumur le 25 décembre 1919, Noëlla Rouget est une résistante française déportée à Ravensbrück. Elle témoigna de son expérience à partir des années 80, en particulier dans les écoles et les paroisses en Suisse, en Haute-Savoie et dans l'Ain. Morte à Genève le 22 novembre à l'âge de 100 ans, cette ancienne institutrice s'est battue pour obtenir la grâce de celui qui la déporta et fut responsable de l'exécution de son fiancé. Impasse Françoise Menton. Françoise Menton est la veuve de Pierre Menton, ambassadeur de France au Chili entre 1972 et 1974. Lotissement Les Fleurets, la Marronnière. Ce lotissement est situé au nord-ouest au sein de la ZAC de la Marronnière. Il est contigu aux îlots, le bois habité et les rivières parfumées. La thématique retenue est celle des personnages légendaires et mythiques. 4 impasses, une rue, une place sont à dénommer. La Commission suggère la dénomination suivante. Impasse des lutins, créatures humanoïdes, nocturnes de petite taille issues, dans le sens strict du folklore et des croyances populaires de certaines régions françaises, habitant sous terre ou dans des grottes, malicieux et familiers. Impasse des farfadets, petites créatures légendaires du folklore français, souvent espiègles, d'une grâce vive et légère. Le farfadet est présent dans le folklore de Vendée et du Poitou. Impasse des corrigans, créatures légendaires de Bretagne, comparables aux lutins, bienveillants, malveillants selon les cas. Il peut faire preuve d'une extrême générosité, mais aussi capable d'horribles vengeances. Impasse Titania. Le nom donné par William Shakespeare à la reine des fées des contes populaires anglais qui traditionnellement n'avaient pas de nom. Il est à noter que le terme fée englobe toutes les populations mythologiques telles que les elfes, les nains, les lutins et les fées. Rue de la fée Viviane, ou Dame du Lac, est un personnage mythique des légendes arthuriennes qui donne l'épée Excalibur au roi Arthur. Place des Morgans, ou Morganes, ce sont des fées d'eau, semblables à des femmes, qui partagent la symbolique des sirènes. Elles font partie du patrimoine légendaire de Bretagne, habitantes d'une beauté qui émerveilla toute l'île d'Ouessant. Rond-point, à l'intersection de la rue la rue Pompidou et de la rue Hubert-Caillé, la Commission suggère la dénomination suivante, rond-point de la Comète, nom de l'ancien quartier. Rond-point à l'intersection de la rue Savary de l'Épinay et Duchesne du Donant et du Commerce, rond-point des Héraudières, rond-point à l'intersection de la rue Savary de l'Épinay, Jacques Coeur et avenue de la Plaine. Il s'agit de valider la dénomination du rond-point de Savary de l'Épinay. Rond-point à l'intersection de la rue Salengro, rue des Sables, rue de la Maisonneuve et boulevard Durand. La Commission propose le rond-point Roger Salengro. Rond-point de l'intersection du boulevard Corbusier, rue Miro, avenue Picasso et rue de Vinci. La Commission suggère la dénomination suivante, rond-point Picasso. Le Conseil, après avoir délibéré, approuve toutes les dénominations de ces voies et espaces tels que figurant ci-dessus et autorise Monsieur le maire ou Monsieur Malik Abdallah adjoint à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Merci. Monsieur Battiot. Oui, non, je voulais faire un clin d'œil pour ce cours de littérature arthurienne et merveilleuse. Je m'y attendais pas. Plus sérieusement, pour souligner combien j'apprécie que soit donné le nom de la femme de l'ambassadeur au Chili, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est des gens qui
au moment du coup d'État de Pinochet, ont accueilli des gens à leur risque et péril, et je crois que ça mérite d'être rappelé. Merci. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 19, Patricia Lejeune, sur le rapport annuel des actions réalisées en 2021 dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées. Je te rappelle que tout le monde a eu le rapport, qu'il n'est pas utile de le relire dans son entier, puisqu'il doit faire 200 pages, mais qu'en revanche, tu peux aborder les points qui te paraissent essentiels en quelques minutes. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, voilà, donc c'est le rapport annuel habituel qui a été présenté et établi lors de la réunion de la commission communale d'accessibilité du 10 décembre 2021. Donc, comme il est établi d'habitude, donc il y a toujours les thématiques réglementaires qui apparaissent, évidemment, comme l'agenda d'accessibilité programmé, les transports, les établissements recevant du public, l'habitat, les communications, l'inclusion, la culture, le sport, les loisirs. Hein. Donc, c'est toujours beaucoup de thématiques. Juste le petit focus différent de cette année, c'était une volonté, en fait, de mettre en place une charte de l'accessibilité universelle qui a été, pendant l'année 2021, donc élaborée de façon partenariale, aussi bien avec nos services que nos partenaires, que ce soit les partenaires culturels, sportifs, etc., les associations. Voilà, avec un exposé de définition et de principes, et aussi elle prévoit des actions relatives aux différentes thématiques de société, actions qui feront l'objet d'un suivi, d'une évaluation. Le principe, c'est que cette charte vive, qu'elle évolue, et notamment dans cette charte, il y a 13 thématiques, dont l'emploi, et elle vit tellement bien qu'on a eu la chance là de devoir voter en délibération numéro 9 cette convention avec le FIPHFP qui a été prévue. Dans les actions donc de 2021, on peut repérer donc le partenariat qui a été fait avec les associations pour la mise en place du jalonnement piéton dans le centre-ville. Donc là, je souligne et je remercie infiniment les associations qui sont auprès de nous et avec lesquelles on travaille pour que nos installations répondent vraiment aux besoins des Lyonnais et de toute situation. Nous avons eu aussi la requalification de la place du Bourg, qui a été travaillée aussi avec les associations, qui permet donc la mise en place de bandes de guidage pour les personnes malvoyantes, des feux sonores qui peuvent servir aussi à tout public, et l'accessibilité de certains commerces qui paraissaient impossibles et qui finalement ont pu l'être. Et au niveau sportif, donc une petite précision, nous avions déjà le club de handi-tennis qui était labellisé, handisport, et nous avons eu la joie d'avoir une deuxième labellisation pour La Roche-sur-Yon natation. Donc bravo à ces associations et aux équipements aussi qui ont été adaptés et qui ont permis donc aussi la labellisation de ces clubs. Et la création de sections handisport et sport adaptés également, comme le curling et d'autres choses. Et sur notre charte, nous travaillons aussi en ce qui concerne l'éducation et aussi les loisirs pour les enfants en situation de handicap. Et un projet qui va aboutir prochainement, qui concernera l'implantation d'un accueil de loisirs pour enfants en situation de handicap, et donc sur la ville de La Roche-sur-Yon. Donc, tout est fait pour que nos Lyonnais, nos agglo-Lyonnais, donc vivent et dans nos communes de manière autonome. Et donc, je remercie beaucoup donc Monsieur le maire. Je remercie aussi beaucoup les services qui sont auprès de nous. Je ne l'ai pas fait pour la première convention avec le FIPH, mais merci donc au service de la DRH et aux agents qui ont travaillé sur cette convention, et merci pour le dossier qui a été préparé et qui a permis d'être retenu par le jury de la FIPH donc au mois de décembre. Et je reste toujours à l'écoute. Donc voilà, j'essaye de faire très court. Il y a beaucoup de thématiques, comme Monsieur le maire vous l'a précisé, qui reprend toutes les thématiques de la vie. Voilà. Alors, grand point quand même aussi sur l'année 2022, qui est portée aussi par la ville de La Roche-sur-Yon comme précédemment, ce sont les assises de l'inclusion qui auront lieu au mois de mai 2022, et pour
lesquels les ateliers qui portent sur 3 thématiques, les aidants, l'emploi et les addictions, ont déjà démarré et se sont réunis déjà au moins une première fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup aux associations qui nous suivent et avec lesquelles on travaille en parfaite écoute. Si, juste un petit point, j'essaie de faire vite, mais c'est que voilà, nous avons aussi pris l'initiative de mettre en place donc un ambassadeur de l'accessibilité avec un service civique. Donc c'est une jeune femme, Léa, qui est arrivée au mois de décembre. Et là, nous faisons un travail en équipe avec les services de la Chambre de commerce, avec la DDTM, les services de l'État, les services évidemment avec Frédéric Pépin sur le commerce, pour ne pas se substituer aux autres instances, mais pour venir en soutien au niveau de nos commerces pour qu'ils puissent donc être accessibles le plus possible. Merci. Merci Patricia. Monsieur David Salé. Monsieur Salé. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci de me laisser la parole. Donc, vous mettez en avant la forte concertation qui sous-tend ce rapport et les actions qui y sont répertoriées. Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur une instance de concertation d'une grande richesse, car elle rassemblait des habitants tous concernés par une ville plus accessible. Il s'agit des enveloppes de quartier que vous avez amoindries en supprimant les questions de voirie avant de les effacer complètement de notre ville. En effet, lors de ces réunions, la question de l'accessibilité de la ville au sens large était largement débattue entre habitants, services et élus. Cela était aussi l'occasion de sensibiliser largement sur les problématiques des handicapés physiques et sensoriels, bien sûr, mais aussi des personnes âgées, des parents avec poussette, par exemple. Il aurait sans doute été question des toilettes publiques du Square Bayard, qui apparaissent aujourd'hui désaffectées dans le rapport, et dont l'absence entrave sans doute l'accessibilité des jeunes enfants à cet espace de vie urbaine. Cette accessibilité, que l'on souhaite tous universelle, donc, doit se traduire aussi en termes de transport pour relier les quartiers et accéder aux services. Parler de chaînes de déplacement. Nous rejoignons tout à fait cette préoccupation. Il y a beaucoup à faire pour rendre le réseau des cheminements cyclables réellement accessible et sécurisé, notamment si on le pense pour des cycles adaptés. Vous nommez les triporteurs, les monopousseurs, les trottinettes pour fauteuils. Il y a aussi beaucoup à faire pour améliorer l'attractivité du réseau de bus, en augmentant les rotations, en élargissant les journées de service, en suspendant les transferts intempestifs des arrêts à la moindre occasion, mais aussi son accessibilité tarifaire pour les plus précaires, jeunes compris, dont on rappelle sans cesse les difficultés grandissantes. Nous avons attiré votre attention sur ce point concernant la desserte du futur pôle Solidarité lors du dernier conseil. Quant à la marche, on ne voit toujours pas apparaître et diffuser largement la carte des déplacements piétons qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici. Un autre point des plus importants est l'emploi, donc des personnes en situation de handicap. L'agglomération et la ville remplissent leurs obligations. C'est toujours pas le cas du CCAS qui y parvenait encore en 2015. Et pour rappel, ce sont plus de 130 000 € de pénalités qui ont dû être versés par la collectivité depuis en compensation. Aujourd'hui, la signature de la convention avec le FIP-HFP va permettre un travail plus approfondi sur ce sujet. Je ne vais pas revenir là-dessus, Madame le maire l'a très bien fait. Cependant, gardons bien en tête que le handicap revêt une diversité que nous pouvons avoir du mal à appréhender et que si nous pouvons nous féliciter de l'emploi de personnes handicapées via des associations ou des entreprises adaptées, c'est le principe d'inclusion qui doit primer et qui doit permettre de salarier directement dans nos services des personnes aux compétences variées. Nous avions déjà interpellé la collectivité sur les profils professionnels très variés qui pouvaient intervenir auprès des personnes âgées dans le cadre du CCAS. Et au-delà des soins physiques, il y a la question de la médiation animale, des médiations cognitives, de la musicothérapie, des actions de reconnexion à la nature, de bricolage. À nous de nous montrer inventifs pour permettre un large accès à ces personnes en situation de handicap. Et je voulais souligner aussi quelque chose qui m'a interpellé dans les partenaires que vous nommez. Il n'y a pas l'association ADAPI ARIA et notamment son dispositif Unité d'inclusion professionnelle, UIP,
dont les missions sont justement de favoriser l'accès des malades psychiques à des postes de travail adaptés ou en milieu ordinaire. Et je pense qu'il y a une vraie action à faire, à mener avec eux. Merci. Merci beaucoup. Patricia? Oui, alors pour les points, donc, oui, en ce qui concerne la voirie, donc nous travaillons, donc les services sont habitués donc à travailler sur tous les problèmes d'accessibilité dès qu'il y a une requalification de rue ou quoi que ce soit avec mon collègue Patrick Durand, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tout est pris en compte et là, comme je le disais, c'était l'exemple tout récent de la requalification de la place du Bourg. Hein, donc dès qu'il y a quelque chose, des travaux, c'est fait et ce sont les enveloppes on n'a pas besoin d'enveloppe de quartier puisque là, ce sont directement les enveloppes de voirie qui sont prises en compte. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est plus rapide. Au niveau du transport, je rappelle que sur la ville et l'agglomération, nous avons quand même 100% des bus qui sont accessibles. Et il y a des sensibilisations et des formations au niveau des conducteurs très régulières, donc ils permettent du coup de recevoir tout type de public. Et moi, quand je parle d'accessibilité, c'est vraiment d'accessibilité universelle et la prise en compte de toute personne en situation de handicap, et que ce soit un handicap visible comme le fauteuil, mais aussi tous les handicaps invisibles et notamment psychiques aussi, puisque je suis quand même aussi donc vice-présidente du comité départemental de sport adapté et aussi je siège aussi au conseil de surveillance Mazurel. Donc il y a quand même une réalité qui est toujours prise en compte en ce qui me concerne et toutes les pathologies et maladies qui ne sont pas visibles. Nous avons aussi donc effectivement toujours un service de qualité au niveau du transport à la demande, puisque nous avons gardé donc le transport au Handillon Plus, qui permet du porte-à-porte pour les personnes qui ont une reconnaissance donc de handicap. Donc ça leur permet soit d'aller faire une course, d'avoir un rendez-vous médical ou d'aller à son travail. Voilà. Au niveau de l'emploi, oui, je t'en prie. Non, oui, voilà, je voulais répondre aux différentes questions de M. Salé. En ce qui concerne l'emploi, donc évidemment, nous travaillons aussi avec la DAPI ARIA. Nous les voyons régulièrement. Et effectivement, dans ce dispositif avec le FIPHFP, on va se rapprocher aussi de cet organisme qui est important aussi. En ce qui concerne l'inclusion et les problèmes de recrutement au niveau du CCS pour des personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé, on est bien conscient, on vous l'a expliqué plusieurs fois, soit lors du CCS, M. Salé, ou lors de commissions pré-conseil. C'est compliqué du personnel qui doit réagir sur des personnes en perte d'autonomie constante. C'est difficile de recruter des personnes qui sont elles-mêmes en situation avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Par contre, il y a des actions d'inclusion, bien sûr, qui sont possibles. Et vous parlez de musicothérapie, entre autres. Et effectivement, on a donc avec le conservatoire et puis aussi avec Fusion et le Grand Air, donc des possibilités de musicothérapie, de spectacle, etc. Donc on essaye de régler tout cela du mieux. Merci. Merci. Je vais laisser la parole à Sophie Montalétan pour quelques précisions sur l'emploi au CCAS. Oui, effectivement. Merci, Monsieur le maire. Ça y est. Monsieur Salé, simplement, vous n'avez pas dû suivre très bien le débat d'orientation budgétaire du dernier conseil d'administration du CCAS, puisqu'il a été question de la chute de ce montant justement payé au FIPHFP du fait de mesures qu'on a travaillées, avec aussi la partie handicap, au cours de l'année 2021. Donc, nous pourrons en reparler dans ce cadre-là, Monsieur Salé, et peut-être serez-vous plus attentif. Concernant le personnel, effectivement, Patricia expliquait qu'il est difficile de reclasser du personnel soignant sur des postes administratifs vu le prorata entre les deux au sein du CCS, puisque les emplois du CCS sont essentiellement en EHPAD. En revanche, ce personnel, il y a un gros travail de fait pour les reclasser sur des postes administratifs, souvent à la ville ou à l'agglo. C'est pour ça qu'il est difficile d'atteindre le bon pourcentage pour les travailleurs.
Et puis sur la question de la musicothérapie, de la thérapie animale, sensorielle, etc. Sur la partie personnes âgées, elles sont faites dans le cadre du service entourage, dans le cadre de ces actions de prévention, mais également en EHPAD. Merci. Merci. Monsieur Salé, vous vouliez reprendre la parole? Ou c'est que vous avez... S'il vous plaît, oui. Juste pour rassurer Madame Montalétan que j'étais attentif du mieux que je pouvais et que j'avais bien noté que... C'est déjà un bel effort. Merci beaucoup. Bien, j'aurais moi vous répondre... Je peux finir s'il vous plaît. Ah, je crois que vous aviez fini. Merci. Pardon. Pour dire que j'avais bien compris pourquoi la baisse avait lieu, la baisse des compensations, c'est parce que il y avait l'aide d'associations intermédiaires justement qui sous-traitaient notamment l'entretien des espaces verts dans les EHPAD. Et c'est bien dans l'objet de mon intervention justement que on pouvait s'en réjouir, mais que c'était pas suffisant et que c'était bien à l'intérieur des services qu'il fallait inclure ces personnels-là et qu'on pouvait se montrer inventif pour leur proposer d'autres postes. Ces soignants qui se retrouvaient en difficulté à un moment donné. Ben voyons. Voilà, enfin, après, vous pouvez dire ce que vous voulez, Monsieur Salé, mais il y a une part de mauvaise foi quand même dans tout cela. Et puis je remercie vraiment Patricia sur le travail que tu effectues et Sophie sur cette volonté qu'a le CCAS de prendre soin de ses agents plutôt que de faire de la comptabilité. Et c'est un peu ce qui nous sépare, sans doute un tout petit peu, c'est le prendre soin des gens. Et c'est ça qui nous sépare. Sans doute. Et d'ailleurs, à ce sujet, merci, Monsieur Boire. Lorsque nous sommes arrivés, en fait, vous parlez de ce que l'on doit au niveau du CCAS, vous oubliez que lorsque nous sommes arrivés, il y avait des indemnités qui étaient dues parce qu'il n'y avait pas assez d'emplois qualifiés sur l'agglomération et que sur la ville, on était tout à fait à l'extrême limite. Alors, je comprends que vous ne pouvez pas vous réjouir totalement de ce qui fonctionne bien. C'est un peu comme quand vous parlez des enveloppes de quartier. Il y a au moins quelque chose qui est prouvé lorsque vous en parlez, c'est que vous ne devriez pas y venir très souvent. Parce que c'était pas ça l'objet des enveloppes de quartier. C'était pas ça l'objet de la voirie. C'était pas prendre soin de son voisin en fauteuil roulant. C'était le trou de la chaussée qui est devant la maison qui pouvait être réglé sur un autre sujet. Et encore une fois, nous n'avons pas supprimé les enveloppes de quartier. C'est le Covid qui a supprimé les enveloppes de quartier. En 2019, elles ont eu lieu. En 2020, elles n'étaient pas forcément autorisées. En 2021 non plus. Et puis, comme vous nous réclamez souvent de la démocratie participative, on va faire de la démocratie participative avec les assises de quartier, qui est le plus bel exercice participatif qui a eu lieu depuis toujours à La Roche-sur-Yon. Et c'est les habitants, à travers les assises de quartier, qui décideront de la poursuite ou non des enveloppes de quartier et sous quelle forme ils le souhaitent. Cette délibération n'appelle pas de vote. En revanche, elle appelle à approuver la charte de l'accessibilité universelle dont nous a parlé Patricia. Approuvez-vous cette charte? Ceux qui sont contre se signalent. Ceux qui s'abstiennent se signalent. Merci beaucoup, la charte est adoptée. Et bravo pour ce formidable travail qui est fait sur l'accessibilité. Et rendez-vous aux assises de l'inclusion qui auront lieu le 23 mai. Au mois de mai. 24 ou 25 25 mai. Sophie Montalétan, pour la numéro 20 sur le soutien financier de la Banque alimentaire. Oui, effectivement, merci Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une délibération qui permet d'octroyer un soutien financier de la ville au projet de la Banque alimentaire de demain. Alors, il y a quelques années, la Banque alimentaire, qui actuellement est située boulevard du Sully, a constaté une vétusté de ses locaux et puis également des locaux trop exigus. Parallèlement, son bailleur lui a fait part de son projet de déménager l'activité présente juste à côté de ses locaux. Et donc, à partir de là, la Banque alimentaire s'est mise à rechercher de nouveaux locaux. Et c'est en 2020 que la Banque alimentaire a trouvé un lieu qui pouvait tout à fait répondre à son besoin. Ces locaux sont situés impasse Ampère et ils nécessitent des travaux de réhabilitation. Et donc, la Banque alimentaire a entrepris une recherche de financement. Alors, parmi les financements qui lui seront octroyés dans le cadre de ce projet, l'État s'engage dans le cadre du plan de relance. La région également lui accordera un soutien financier, le département
et donc la ville, et c'est pourquoi on vous soumet cette délibération. Alors, la ville s'est montrée particulièrement intéressée pour 2 raisons principales. D'abord parce que ces locaux sont situés dans la même impasse que notre projet de pôle solidarité qu'on vous a présenté au conseil municipal de décembre. Et puis également parce que ce projet répond à un vrai besoin des Lyonnais et que la ville s'investit auprès des Lyonnais qui en ont besoin dans le cadre de sa mission de coordination de l'aide alimentaire, donc pour les distributions alimentaires et les épiceries solidaires. Alors, je précise également que la subvention de fonctionnement qui a été votée au budget prévoit une augmentation liée aussi aux nouvelles charges de ce bâtiment. Donc on les soutient aussi dans la subvention de fonctionnement. Et voilà, c'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de soutenir de manière conséquente la banque alimentaire dans le cadre de son projet Banque alimentaire pour demain, en lui accordant une subvention d'investissement de 100 000 € et d'autoriser la signature de la convention annexée. Merci. Romain Bossy, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je voulais revenir sur cette délibération. Juste avant, je voudrais quand même, en préambule, rappeler que mon collègue David Salé n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. J'espère bien. Mais vous non plus, cher ami. Sur la notion de vous non prendre plus. soin. Vous non plus. Allez, allez donc au fait, s'il vous plaît. La notion de prendre soin, je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, il faut le prouver au pas que ça quotidien, soit remis cher en ami. cause. Il faut le prouver Je pense qu'on a la possibilité de débattre. Vous avez C'est un déjà sujet à assez traiter, difficile. monsieur Bossis. Traitez donc votre Monsieur sujet. le maire, c'est Traitez déjà donc votre assez sujet, monsieur Bossis. Ce sera C'est bien. déjà assez difficile pour nous de pouvoir débattre en étant en visioconférence. Justement, profitez de l'occasion qui vous est donnée. Si c'était possible d'avoir des débats plus respectueux, qui ne s'attaquent pas aux personnes, ce serait bénéfique pour tout le monde. Je vous remercie. Je remercie, sur la délibération, monsieur Bossis, sur la délibération de transmettre votre remarque à monsieur Salé. Ce sera pas mal. Merci beaucoup. Sur la délibération numéro 21, donc nous soutiendrons bien sûr cette délibération au vu de ce qu'a rappelé Madame Montel-Étang sur les locaux devenus trop vétustes et exigus de la banque alimentaire. Et donc ça s'inscrit dans un projet très intéressant de pôle solidarité sur le secteur. Et donc nous nous réjouissons malheureusement de déménagement futur de ces locaux, mais qui vont permettre de pouvoir apporter davantage d'aide sur le plan alimentaire aux agglo-lyonnais, mais aussi plus largement sur d'autres territoires du département. On est dans un contexte national, mais y compris départemental, malgré le dynamisme économique avec une augmentation de la pauvreté. On a près de 8 millions de pauvres sur le pays, avec une fragilité sociale qui s'accentue ces dernières semaines, ces derniers mois, avec l'augmentation des frais liés au transport, l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, la question alimentaire est quelque chose de tout à fait important et préoccupant notamment pour les Lyonnais. La presse faisait écho la semaine dernière de la situation des étudiants sur le campus de la Courtésière avec la distribution alimentaire qui malheureusement a de plus en plus de succès avec un nombre de bénéficiaires qui a quasiment triplé en l'espace d'un an. Et donc, on profite de cette délibération, même si c'est pas tout à fait en lien, pour vous rappeler la proposition qu'on avait faite depuis maintenant 2 ans sur la gratuité des bus pour les étudiants qui permettrait de diminuer leurs charges mensuelles. Je vous remercie. Merci, monsieur Bossy. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Sur la numéro 21, sur la relocalisation du cinéma. Oui, merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, cette délibération concerne un des projets culturels phares de ce mandat, le futur cinéma au sein du Carré Napoléon. Bon, c'est un projet évidemment que nous connaissons tous. Il s'agit aujourd'hui d'approuver le plan de financement actualisé en fonction des marchés qui ont été passés, des subventions acquises. Malika Abdallah l'a évoqué précédemment dans la délibération précédente. L'objectif est d'avoir un équilibre évidemment de l'opération en limitant et maîtrisant le financement de la ville. Donc des financements nouveaux ont été obtenus, notamment auprès de l'État. Je tiens d'abord à saluer le travail effectué par nos services dans la recherche efficace de financement. Notamment, donc, je l'ai dit, auprès de l'État, j'en cite 2 particulièrement, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, à hauteur de 370 000 €,
Il s'agit d'un soutien de l'État en investissement sur les stratégies d'aménagement du territoire. À noter également la dotation de soutien à l'investissement local qui finance les priorités d'investissement à hauteur de 687 000 €. Je note également, et vous le noterez aussi, le fonds de concours de l'agglomération, le CNC à hauteur de 400 000 € que nous avons récemment rencontré avec l'ensemble des équipes. Le plan de financement tel qu'il est aujourd'hui actualisé va nous permettre en 2024 de bénéficier d'un écrin remarquable pour le cinéma, pour le Concorde et un écrin cinématographique de haute qualité pour une des villes les plus cinéphiles de France. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Philippe Portier, pour la numéro 22. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du programme prévisionnel de l'action internationale et européenne de notre ville pour 2022. Le programme qui vous est proposé repose sur des projets multiples de coopération tout au long de l'année, et ce, en lien évidemment avec nos 15 villes partenaires. À noter que 2022 sera une année particulière. Elle sera en effet l'occasion de fêter le 40e anniversaire des villes jumelles de Drummondville et de Caceres. Diverses actions mettront en lumière évidemment ces deux anniversaires entre nos collectivités. Cela dit, je ne vais pas énoncer évidemment dans le détail tout ce qui est contenu dans le rapport, mais j'aimerais faire juste un petit focus sur les temps forts qui nous animent. À savoir, au mois de mars prochain, l'accueil d'une délégation sénégalaise de Tambacounda avec ce projet qui permettra des échanges d'expertise entre nos agents, des acteurs culturels de Tambacounda et de la direction des affaires culturelles. Et au printemps, l'accueil d'une délégation de Drummondville, du Canada, pour renforcer évidemment la coopération qui existe déjà dans le domaine de la formation, de l'enseignement général supérieur et la formation professionnelle. Fin août, nous accueillerons également, et au mois de juillet, nous accueillerons des jeunes dans le cadre des jobs d'été. Ensuite, évidemment, il y a un certain nombre d'actions. Je voudrais souligner également celles que nous mènerons en juillet à Tambacounda dans le cadre d'un projet jeunesse. C'est un projet important, c'est un projet inédit parce qu'il s'agit d'impliquer des jeunes de La Roche-sur-Yon qui sont suivis par le service de prévention-médiation avec Pierre Lefebvre et qui se fera en lien avec les jeunes de Tambacounda, et ça permettra le renforcement de leurs compétences personnelles et l'insertion sociale. Ensuite, évidemment, il y aura aussi des relations nourries avec Tizi Ouzou pour mener et travailler sur les projets de coopération post-incendie qu'ils ont connus au mois d'août 2021, et notamment sur des sujets aussi importants que ceux de la formation, du développement économique entre nos deux collectivités. Au-delà, évidemment, de toutes les actions qui sont la mission même des relations internationales de notre ville, qu'il s'agisse du pôle Europe avec son centre et sa labellisation Europe Direct Vendée, et puis son label Ritimo, que tout le monde connaît évidemment, et aussi sur toutes les actions Bourse Ulysse qui permettent à nos étudiants de voyager, d'aller voir et de prendre contact avec d'autres cultures dans le monde. Évidemment, nombre d'échanges seront organisés autour de manifestations en fin d'année, comme celle enfin plutôt au milieu d'année, comme le mois de l'Europe, en fin d'année avec le Festival des Solidarités, et puis évidemment d'autres actions multiples que nous menons en lien avec toutes les associations. Alors si j'ai énoncé évidemment très brièvement ces actions que vous trouvez évidemment dans le détail dans le rapport, c'est bien entendu pour autoriser Monsieur le maire à solliciter, et c'est une obligation juridique, selon les cas, les participations financières à d'autres partenariats et bailleurs de fonds nationaux, européens et internationaux. Voilà, Monsieur le maire, j'ai fait... Merci beaucoup. Martine Chantecaille. Oui, bonsoir. Nous comprenons parfaitement qu'il ne soit pas simple d'établir un programme tout ficelé d'action internationale en temps de pandémie, et donc les accueils et déplacements prévus soient encore présentés avec des réserves.
Mais il nous semblerait justement intéressant qu'en plus de la présentation de ce programme, nous puissions avoir en conseil municipal un bilan de ce qui est réalisé réellement et donc des actions qui ont été conduites, des résultats qu'elles ont pu apporter ou de celles auxquelles il a fallu renoncer. Plusieurs d'entre elles sont particulièrement intéressantes. Vous avez notamment parlé du projet avec Tambacounda qui a retenu tout notre intérêt. Par ailleurs, pour que La Roche-sur-Yon reste une ville active dans les relations internationales, ce qui évidemment est souhaitable, le partenariat avec les associations et les citoyens est essentiel. À ce titre-là, nous regrettons une nouvelle fois la baisse importante de la subvention de l'AEIN, qui est passée de 64 000 € au BP 2015 à 42 000 au BP 2021. Baisse qui a été maintenue. Donc, pour mener à bien une véritable politique de relations internationales, nous voudrions que les actes, y compris budgétaires, suivent. Je vous remercie. Merci, Madame Chantecaille. Nous prenons bonne note de votre remarque. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous avez eu à votre disposition les décisions qui ont été prises dans le cadre de l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Et avant de conclure, je voudrais signaler à M. Bossis, qui se porte éternellement en juge péremptoire, qu'à aucun moment je n'attaquais M. David Salé lorsque je disais qu'il fallait prendre soin, mais je parlais bien d'une politique générale de groupe qui, quelquefois, au risque de froisser quelques sensibilités, s'occupe plus de comptabilité que de soutien à la population. Et c'est en ce sens-là, et ce n'était évidemment à aucun moment porté vers David Salé et sa fonction. Je vous remercie d'en prendre note. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Nous avons rendez-vous pour une prochaine séance le mardi 29 mars à 17 h. Bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis le début de la séance et bonne soirée à tous les conseillers municipaux. Au revoir.